Donc Shannon est né en 1916. Il a eu, disons, une enfance assez normale, quoique il était tout de suite assez, on va dire, éveillé, bricoleur, touche à tout. Par exemple, dans une de ses bibliographies, on rapporte que très jeune, il avait bricolé un télégraphe avec du fil de fer barbelé pour communiquer avec ses amis qui habitaient dans le voisinage. Donc très tôt, il aime bien les communications et très tôt, il essaye de bricoler des dispositifs. Et puis, comme tous les, on va dire, les jeunes gens, il part ensuite à l'université. Alors l'université du Michigan, celle qui était juste à côté de chez lui. Donc là, il passe 2 licences, une en maths et une en ingénierie électrique. Donc là, on voit tout de suite le caractère dual de Shannon, qui aime à la fois les concepts très théoriques, donc il va toujours faire des maths, mais en même temps, il veut voir un petit peu à quoi servent tous ces résultats. Donc il suit aussi cette licence d'ingénierie électrique. Alors attention, l'ingénierie électrique, ça couvre beaucoup de choses. Ça couvre toutes les applications de l'électricité, de l'électronique, de l'électromagnétisme. Donc en particulier, les télécoms, ça fait partie de l'ingénierie électrique. Donc téléphone, télégraphe, télévision, tout ça, c'est dans l'ingénierie électrique. Et puis, à l'issue de sa licence, de sa double licence, on va dire, il part dans une autre université pour suivre un master. Donc il part à Boston, au MIT. Et au cours de ce master, comme dans tout master, il y a un stage de recherche. Donc il va faire son stage de recherche auprès de Vannevar Bush. Alors Vannevar Bush, c'est un des précurseurs des tout premiers calculateurs, mais qui sont encore des grosses machines, c'est des calculateurs analogiques, qui ont des fonctionnements très différents des ordinateurs actuels. C'est très lourd à mettre en œuvre, il y a besoin de beaucoup de bras pour faire fonctionner ces machines, qui sont en fait assez limitées, et qui sont très très difficiles à programmer. Et justement, Shannon, à qui on demande de rentrer certains programmes dans la machine, se rend compte que tout ça est fait un petit peu à la va comme je te pousse, c'est un petit peu de la cuisine. Pour chaque programme, il faut tout recommencer à zéro, tout reprogrammer. Et il a l'idée d'essayer de concevoir une méthode systématique de programmation de ce genre de machine. Et en fait, ça va conduire à un mémoire de master qu'on a qualifié de mémoire de master le plus important du XXe siècle, parce qu'il a complètement révolutionné la manière de programmer ces ordinateurs analogiques. Encore aujourd'hui, la conception des circuits intégrés est basée sur les idées qui sont écrites dans ce mémoire de master. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mémoire de master qu'il a soutenu en 1937 à Boston, au MIT? Donc, le titre, c'est, une fois traduit, une analyse symbolique des circuits à relais de communication. Donc l'idée de Shannon, c'est de se dire, je veux arriver à programmer de manière simple et systématique ce genre de machine. Et tout son mémoire est basé sur 2 observations. Alors, ces 2 observations viennent de son éducation, qui contient à la fois des parties génie électrique, ingénierie électrique, et des parties de maths. Alors dans la partie de maths, il se souvient d'un cours de logique formelle, enfin un truc vraiment les maths les plus théoriques qu'on puisse imaginer. Il se souvient d'un cours de logique dans lequel on lui a expliqué la logique booléenne, et il fait un lien entre la programmation de ses premiers ordinateurs et la logique booléenne, qui est bien plus vieille, c'est le milieu du 19e siècle, la logique booléenne. Et il se rend compte qu'en fait, la programmation de ces machines, ça peut s'exprimer dans un cadre de logique booléenne, et qu'en fait, tout programme peut être décomposé en une suite d'opérations très simples, d'opérations booléennes, que je vais essayer de vous décrire. Et puis ensuite, il y a son aspect compétence en ingénierie électrique. Il se rend compte qu'en fait, toute cette logique booléenne, toutes les opérations sur les propositions qui est développée dans cette branche de la logique, peut être mise en œuvre par des circuits électriques. Donc vous voyez, il y a les 2 aspects dans son master, et c'est parce qu'il a cette double culture qu'il arrive à résoudre le problème. Donc d'abord, je vous rappelle ce que c'est que l'algèbre de Boole. Alors c'est une algèbre, c'est une manière d'envisager la logique de manière très simple. Dans ce monde booléen, on manipule des propositions, et chaque proposition ne peut avoir que 2 attributs, vrai ou faux. Donc toute proposition est soit vraie, soit fausse, il n'y a pas de peut-être. C'est soit vrai, soit faux. Et puis, ces propositions, on peut les manipuler. Il y a 2 opérations essentielles
dans l'algèbre booléenne, il y a l'opération OU et l'opération ET. Donc en quoi ça consiste? Ben, ça consiste à dire qu'on a deux propositions, chacune d'entre elles peut être soit vraie, soit fausse, et on peut les combiner, par l'opération OU. Alors l'opération OU, ça consiste à prendre ces deux propositions et en former une troisième. Donc si j'ai deux propositions X, Y, je forme une troisième proposition que je vais appeler X ou Y, et son attribut, sa valeur, ça va être vrai si et seulement si X est vrai et Y est vrai. Donc ça c'est ou Y est vrai, pardon, ça c'est l'opération OU. Et bien sûr vous avez l'opération ET de la même façon, qui vous dit que la nouvelle proposition X et Y est vraie si et seulement si X est vrai et Y est vrai. Et donc bah, ça fait une petite table d'opérations qui avait été proposée par Boole, donc milieu du 19e, où on combine donc, soit par les opérations OU, soit par l'opération ET, les attributs vrai, faux, vrai, faux. Donc faux et faux avec l'opération OU, ça donne faux. Vrai et faux avec l'opération OU, ça donne vrai, etc. Vous êtes capable de lire cette table-là. Donc ça, c'est connu, milieu du 19e. Donc ça, c'est le cours qu'avait suivi Shannon en licence. Alors lui, il réécrit ça un petit peu différemment. Il aime bien les 0 et les 1. Donc c'est la première fois qu'il commence à utiliser le monde des nombres 0 et 1. Donc Shannon se dit, moi je vais réécrire tout ça dans un cadre de règles de calcul avec un monde de nombres où j'ai que deux nombres, 0 et 1. Et je vais introduire deux opérations qui sont presque les opérations usuelles, addition et multiplication, donc qui me permet de calculer les résultats de la combinaison de deux nombres qui valent soit 0 soit 1 par une opération que je vais appeler l'addition, par une opération que je vais appeler la multiplication. Et donc, bah, il écrit les tables d'addition. Alors, les tables de multiplication de la même façon. Et vous voyez, c'est des résultats assez logiques. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Ah, par contre, 1 plus 1, ça fait 1. Il n'y a pas au-delà de 1, donc on s'arrête à 1. Et puis, il y a la table de multiplication. 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. Donc voilà, tout est normal, tout est logique. Et vous voyez que quand vous comparez les deux tables, en fait, c'est exactement la même chose. Vous pouvez passer de la logique booléenne, la manipulation des propositions avec les opérations OU et ET, à l'algèbre sur l'ensemble des deux nombres 0 et 1 avec l'addition et la multiplication telles que définies par ces tables. Donc vous avez correspondance entre ces deux mondes, la logique et les nombres. Et donc là, bah, on est capable de faire l'analogie donc, entre le calcul symbolique, donc les symboles c'est les deux nombres 0 et 1, et le calcul des propositions booléennes, en écrivant des correspondances entre 0 c'est faux, 1 c'est vrai, plus c'est OU et fois c'est ET. Donc il fait la correspondance entre ces deux mondes. Alors ça c'est une première partie de son travail. Deuxième partie, c'est de se rendre compte que tout ça, ça peut se mettre en œuvre avec des circuits électriques. Donc là à gauche, vous avez ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, le monde binaire, des symboles 0 et 1, le monde booléen au milieu, proposition qui peut être fausse ou vraie, et à droite, la correspondance en schéma électrique, en circuit électrique. Donc une proposition où un symbole va être représenté par un circuit très simple, c'est juste un interrupteur. Donc un interrupteur, ça peut être soit ouvert, soit fermé. Quand il est ouvert, le courant ne passe pas. Quand il est fermé, le courant peut passer. Donc c'est un peu le même monde, effectivement. Chaque interrupteur peut avoir deux états, ouvert, fermé. Et en fait, les deux opérations qu'on a à la fois en logique booléenne et en logique, manipulation des nombres binaires, ont un équivalent en termes de schéma électrique, c'est les montages en parallèle et en série. Alors c'est ça qu'il met en avant dans son mémoire de master. L'opération OU, c'est exactement équivalent à monter deux interrupteurs en série, en parallèle. Effectivement, la proposition X ou Y est vraie si et seulement si X est vrai ou Y est vrai, et quand vous montez deux interrupteurs en parallèle, pour que le courant passe, il faut que X ou Y soit fermé. Et par contre, quand vous montez deux interrupteurs en série, bah en fait, vous êtes en train de représenter l'opération ET, parce que maintenant, pour que le courant passe, il faut fermer les deux interrupteurs. C'est seulement à cette condition que le courant va passer. Donc vous avez une équivalence, vous voyez, Shannon fait des équivalences entre différents mondes, logique, symbole binaire et circuit électrique.
Et ce qu'il montre aussi, c'est donc que tout programme peut se décomposer en une séquence d'opérations booléennes, ce qu'il y a au milieu. Et donc, si vous êtes capable de décomposer n'importe quel programme en séquence d'opérations booléennes, vous êtes capable de décomposer ce programme en termes de schéma électrique. Et donc, il prend un exemple, en fait, c'est ce qu'on lui avait donné à faire dans son mémoire de stage, débrouille-toi pour implémenter un certain programme, et au lieu de répondre à la question, il développe toute cette théorie pour juste l'appliquer à ce qu'on lui avait demandé, et pouf, il balance, voilà la réponse. Donc, il a décomposé le programme qu'on lui avait demandé en opération booléenne, et puis après, il a fait tous ces montages parallèles série pour représenter en un montage le programme qu'on lui avait demandé de faire. Donc, vous voyez que ça, ce n'était pas évident à deviner, mais Shannon introduit une méthode systématique pour faire de la programmation, pour arriver à faire de manière beaucoup plus simple ce que les gens avaient bien du mal à faire avant, et pour maintenant se lancer dans des programmes beaucoup plus compliqués, maintenant qu'on a cette méthode systématique de programmation. Donc ça, voilà, le mémoire de Shannon, c'est ce truc-là. Donc il se fait connaître, à la fin d'un mémoire de master, faire quelque chose comme ça, qui est noté par tous les gens qui travaillaient sur les ordinateurs analogiques, ça lui a fait une petite réputation. Donc ça lui a permis de se lancer ensuite dans une thèse et de garder tout de suite, si vous voulez, un certain aura qui a permis que ses travaux futurs allaient tout de suite être considérés avec bienveillance, on va dire, avec attention. Et aussi, chose importante, c'est la première fois où Shannon se rend compte que le monde, enfin en tout cas le monde des ordinateurs analogiques en l'occurrence, se laisse bien décrire avec des 0 et des 1. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va s'y retrouver dans la suite. Alors pour son travail de master, il gagne un prix, c'est tellement bien, il gagne un prix, il gagne le prix Nobel. Le prix Alfred Nobel, pas de problème, il gagne le prix Alfred Nobel. Alors là, vous devez vous gratter un peu le menton ou la tête, je ne sais pas, vous vous dire, tiens, un mathématicien qui gagne le prix Nobel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais entendu ça. Alors faites bien attention, Nobel, Alfred Nobel, ici, ça s'écrit N-O-B-L-E. Ce n'est pas le même prix que le prix de Norvège. C'est un autre prix, c'est un prix en ingénierie électrique, évidemment beaucoup moins connu, mais fondé par un ingénieur américain qui s'appelait Alfred Nobel, c'était son nom, il n'allait pas changer son nom. Donc il a laissé de l'argent pour donner tous les ans un prix en ingénierie électrique. Et là, le truc intéressant, c'est que c'est pour la première fois en ingénierie électrique que ce prix est donné à un mathématicien. Donc c'est ça que souligne l'article, c'est qu'en fait, c'est un prix en génie électrique, mais donné à un mathématicien. Donc encore une fois, juste pour souligner que ce mémoire de master avait été très important pour le début de carrière de Shannon. OK. Donc comme je disais, ensuite, carrière académique, enfin il commence une carrière académique classique, il va faire une thèse, toujours à MIT. Alors il change de sujet, il va en biologie, en génétique. Alors sa thèse, elle est intéressante, mais seulement elle, par contre, elle est un petit peu passée dans l'oubli. Alors pourquoi ? Parce que sa thèse, elle est très bien d'un point de vue formel, c'est très joli, mais disons, les présuppositions ne sont pas forcément les bonnes, parce que là, on est dans le monde avant la découverte de l'ADN. L'ADN est découverte en 1953, là on est en 1940, donc il utilise comme base ce qui est connu à l'époque, donc les lois de Mendel essentiellement, donc, qui font que, une fois qu'on a découvert l'ADN, voilà, la thèse, elle est un petit peu à côté de la plaque de ce point de vue-là. Donc, on ne va pas s'étendre trop longtemps sur sa thèse. Elle est très bien d'un point de vue formel, mais il n'y a pas de raison de la faire passer à la postérité. Et puis, en 1940, là, vous vous doutez bien que l'année suivante, ça y est, c'est le début de la guerre pour les États-Unis. Donc, tout le monde est réquisitionné pour travailler pour le pays. Alors, Shannon ne va pas au front, mais il est recruté pour travailler pour la défense. Comme tous les bons mathématiciens, on les envoie faire de la cryptographie. C'était le sujet critique du moment. Arriver à créer des codes incassables et en même temps casser les codes des voisins. Donc là, en particulier, il travaille un peu avec Turing. Alors quand je dis travailler avec, c'est un peu spécial. Turing était aussi en train de travailler sur la cryptographie, mais pour les Anglais, ça avait beau être des alliés, quand on fait de la cryptographie, il n'y a pas d'alliés. Donc, quand ils se rencontraient, chacun d'entre eux avait des instructions très claires de ne rien dire. Mais ça les a forcés à discuter à un niveau très élevé,
pour ne pas violer les instructions qu'on leur avait données. Et donc ça a été très stimulant pour ces deux chercheurs de se rencontrer et de discuter en dehors de toute application concrète pour jouer au ping-pong avec les idées. Donc Shannon travaille beaucoup, en gros pendant 4 ans sur la cryptographie, il développe à nouveau toute une série de concepts qu'on va retrouver bientôt. Et à la fin de la guerre, il publie tous ses résultats, alors pas dans une publication ouverte, dans un rapport qui est tout de suite classé secret défense. Blam. Donc depuis, on y a accès. Hein. Il a fallu un peu plus de 10 ans pour que ça soit déclassifié. Alors, ce que je trouve très curieux quand vous ouvrez le rapport classé secret défense de Shannon, c'est qu'il a un peu osé, quoi. C'est un truc que je ne comprends pas comment on a pu le laisser faire ça. Il dit très clairement, dans une note de bas de page, je vais reprendre tout ça et je vais le publier. Donc dans un rapport secret défense, il annonce tout de suite son intention de publier tout ça dès que la guerre sera finie. Dans un mémorandum, alors par contre il dit, ah oui, ce ne sera pas pour de la cryptographie, ce sera pour de l'information. Mais en fait, c'est exactement la même chose, c'est ce dont on va se rendre compte. Donc ça, c'est le rapport secret de Shannon, de 1945. Donc fin de la guerre. Alors fin de la guerre, il prend un poste académique au MIT, où il est prof, et en même temps un poste au laboratoire Bell. Alors là, je m'arrête 2 secondes sur les laboratoires Bell. Les laboratoires Bell, à l'époque, c'est quelque chose d'absolument unique. A priori, qu'est-ce que c'est les laboratoires Bell? C'est un département de recherche et développement d'une entreprise. Et ce n'est pas n'importe quelle entreprise, c'est AT&T. C'est une entreprise monstrueuse qui a grosso modo le monopole sur toutes les communications aux États-Unis. Téléphone, télévision, ils possèdent tout. Ils ont des droits exclusifs, tous les téléphones leur appartiennent. Ils louent les téléphones, personne ne possède de téléphone aux États-Unis, il n'y a que eux qui ont le droit d'en louer. Donc c'est une boîte qui fait beaucoup de profit, on va dire. Et donc ils peuvent se permettre, dans leur département de recherche et développement, de lancer des travaux, je ne dirais même pas que c'est des recherches en amont, c'est des recherches en amont d'en amont. C'est des sujets vraiment qu'on peut qualifier parfois de délirants, du genre de la logique et de la théorie de l'information. Ça, ce sera pour Shannon. Mais dans le même temps, vous avez des gens qui travaillent sur des matériaux très bizarres, des semi-conducteurs, donc vraiment des travaux qui volent très très haut, que même dans les départements de fac, on n'est pas capable de faire. Et c'est vraiment dans ces années-là qu'il y a une foultitude de résultats incroyables qui sortent. Et en particulier dans ce bulletin technique d'un département de R&D d'une entreprise, dans la même année, il sort la théorie de l'information de Shannon. Et puis 2-3 numéros après, il sort un autre papier dans lequel les gens disent on a inventé un nouveau truc qui s'appelle le transistor. Donc dans la même année, vous avez 2 découvertes fondamentales. Une, la découverte du transistor qui va révolutionner l'électronique. On va virer tous les tubes qui existaient avant, qui étaient très difficiles à manipuler. Ça demandait des dizaines de secondes pour chauffer. Ça claquait une fois sur 2. Ça demandait des tensions terribles. Ça consommait un bras. Là, il développe un nouvel tout petit dispositif, transistor, qui fait exactement, même mieux, le même travail. Et puis vous avez Shannon donc, qui fait son papier, une théorie mathématique de la communication, alors qu'on traduit plutôt aujourd'hui par une théorie mathématique de l'information. Donc voilà. Et dans ce papier, en fait, il reprend tout ce qu'il y avait dans son rapport secret défense, plus 2-3 autres trucs, mais en grosso modo, il recycle tout ce qu'il a fait dans son rapport secret défense dans ce papier. Donc on va le décrire, mais là je vous fais une petite remarque. Tout de suite, les gens lui ont dit « Oh, ça c'est un truc énorme. Tu devrais le publier ailleurs que dans un bulletin technique d'une entreprise. Donc, fais-en un bouquin. » Et donc, en particulier, il se fait pousser par Warren Weaver, qui est aussi un scientifique, mais plus administratif. Donc, il lui dit, oui, il faut absolument écrire un bouquin. Donc, Warren Weaver lui écrit une jolie introduction de quelques dizaines de pages. En fait, elle est très belle, son introduction. Il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. C'est autant le papier de Shannon est un peu sec, autant l'introduction de Warren Weaver met vraiment en valeur les résultats de Shannon. Et donc, il republie exactement la même chose dans un livre. C'est surtout lui que vous pouvez trouver. Alors, si vous faites bien attention, il y a un petit changement par rapport à la version précédente. Alors, bien sûr, Warren Weaver, il en a profité pour mettre son nom, mais aussi, le titre a changé. On est passé de une théorie de la communication à la théorie de la communication.
parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment énorme. Donc ils ont changé le E en ZE. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, en fait, comme je disais, essentiellement, il y a le rapport de 45. Alors là, juste pour vous montrer que Shannon ne s'est pas embêté, là je reprends la première figure du rapport classifié de 1945, donc Schematic of a General Security System, et puis l'article publié en 48. Vous voyez, il a repris la même machine à écrire, les mêmes polices, les mêmes schémas, il a tout repris, il a juste changé 2-3 choses pour que ça ressemble à un réseau de communication plutôt qu'à un réseau de cryptographie. Mais vous voyez que la figure de droite, elle est clairement du même tonneau que la figure de gauche. Donc juste pour vous dire qu'il y a une continuité entre ces deux travaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux article? Donc là, j'essaye de vous résumer ce qu'il y a dans ce fameux article. Donc ce que veut Shannon, c'est un peu comme il l'avait fait dans son mémoire de master, c'est essayer d'unifier, de proposer une théorie commune pour tous les moyens de communication. Parce qu'avant Shannon, vous aviez des gens qui travaillaient sur le téléphone, des gens qui travaillaient sur le télégraphe, des gens qui travaillaient sur la télévision, chaque moyen de communication avait ses experts, et a priori, personne ne voyait pourquoi il fallait qu'ils parlent entre eux, puisque quel rapport entre envoyer une image avec des ondes hertziennes ou envoyer un son par des câbles électriques. A priori, ce n'est pas la même chose, et c'est Shannon qui a dit, les enfants, vous faites tous la même chose, il y a moyen de fusionner, d'unifier tous ces problèmes. Donc ce qu'il veut, c'est modéliser les communications pour optimiser la transmission des données et aussi le stockage des données, puisque c'est à peu près le même problème. Alors pour cela, il faut qu'il formalise un petit peu ce que c'est qu'une information. Qu'est-ce que c'est qu'une information? Parce que vous voulez transmettre le plus d'informations possible, par un câble électrique par exemple. Mais le plus de, ça veut dire que vous êtes en train de mesurer quelque chose, l'information. Comment est-ce que je mesure de l'information? Mesurer une masse, je sais, j'ai une balance, et puis je mesure ça en unités de grammes. Mesurer une distance, ça je sais faire, je mesure ça en unités de mètres. Mesurer le temps, je sais mesurer le temps avec une horloge en unités de secondes, mais l'information, comment je la mesure? Comment est-ce que je dis qu'un message contient plus d'informations qu'un autre message? Et donc, il définit un moyen de quantifier la quantité d'informations présentes dans un message, message étant pris au sens le plus large possible. Ça peut être une communication téléphonique, ça peut être un livre, ça peut être une image, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi. Et voilà ce qu'il essaye de définir. Donc, comment est-ce que je peux mesurer la quantité d'informations contenues dans un message? Et donc, il va définir d'abord l'unité d'information. En quoi je vais mesurer? Pas en grammes, pas en mètres, pas en secondes. Je vais mesurer la quantité d'informations en une autre unité. Et c'est là qu'il introduit l'unité d'information qu'on connaît tous, bit. On utilise tous ce mot partout. Vous avez à peu près un équivalent qui s'appelle octet, c'est en fait 8 bits. Et quand vous achetez un disque dur ou que vous achetez chez un provider Internet une ligne, une fibre optique, il vous vend du mégabit par seconde. Et quand vous achetez un disque dur, donc, ils vous vendent une certaine quantité de données qu'on mesure en gigaoctets maintenant. Donc le bit, en fait, c'est l'unité élémentaire d'information. Alors, Shannon dit qu'il a emprunté ce mot à un statisticien qui s'appelle John Tukey. Il l'a peut-être emprunté, mais c'est vraiment lui qui lui a donné ses lettres de noblesse. Parce que Tukey, quand on regarde ses travaux, on ne voit jamais le mot bit écrit nulle part. Mais Shannon est honnête, il reconnaît que ça lui a été suggéré par Tukey. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bit? Donc, c'est l'unité élémentaire d'information. C'est la plus petite quantité d'information qu'on puisse exister. Et c'est quoi la plus petite quantité d'information qui puisse exister? C'est une information de type oui-non. C'est le plus simple qu'on puisse imaginer, le plus élémentaire qu'on puisse imaginer. J'ai juste deux options, oui, non, vrai, faux. Et donc, spécifier quelle valeur prend cette information, ça représente un bit d'information. Et à ce moment-là, une fois qu'on a défini l'unité d'information, on peut définir ce que c'est que la quantité d'information contenue dans n'importe quel message. C'est le nombre minimum de bits qu'il faut pour décrire ce message. Donc, par exemple,
Donc j'ai dit une question de type oui-non appelle une réponse très simple qui tient sur un bit. Mais si par exemple je veux décrire cette image-là, il faut que je donne pour chaque pixel de l'image le niveau de bleu, vert, rouge de chaque pixel. Donc là, vous pouvez faire le calcul de combien de bits vous avez besoin pour calculer l'information contenue dans cette image. Donc en fait, il dit, tout message peut se présenter sous forme de bits, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1. Et en fait, donc, la quantité d'information d'un message, c'est le nombre minimal de bits qui est nécessaire pour représenter ce message, quel que soit le message, image, film, texte, n'importe quoi. Et ce qu'il montre aussi dans son papier, c'est que, bon, c'est un moyen de faire, mais en fait, c'est le moyen de faire. C'est-à-dire que la méthode la plus efficace pour transmettre ou stocker l'information, c'est bien de la mettre sous forme binaire, de transmettre ou de stocker cette information sous cette forme binaire, sous cette forme de suite de 0 et de 1. Et puis, quand vous voulez réutiliser l'information, c'est-à-dire quand le récepteur, enfin le destinataire reçoit la suite de 0 et de 1, lui, il doit faire l'opération inverse. Il doit prendre cette suite de 0 et de 1 et reconstruire le son, l'image, le film qui correspond à cette suite de 0 et de 1. Donc voilà, ça c'est le contenu avec des mots du papier de Shannon de 48. Alors juste pour vous dire qu'effectivement tout peut se mettre sous forme binaire. Donc vous pouvez y aller du plus simple au plus compliqué. Par exemple, un nombre entier, ça c'est la première chose qu'on fait quand on fait du numérique, on décompose tous les nombres entiers sous forme binaire. Donc par exemple, le chiffre 13, vous pouvez le représenter en binaire sous la forme 1101, parce que vous lisez de la droite vers le gauche, 1101, c'est 1 fois 1, plus 0 fois 2, plus 1 fois 4, plus 1 fois 8, ça fait bien 13. Donc ça, c'est le moyen de décomposer n'importe quel entier sous forme binaire. Vous pouvez faire la même chose avec des mots, enfin des lettres d'abord. Alors là, vous avez 26 lettres, donc ce n'est pas bien compliqué. Un texte, c'est une suite de lettres. Donc aussi, vous allez pouvoir le coder en binaire comme une suite de 0 et de 1. Une image, alors d'abord en noir et blanc, il s'agit d'indiquer le niveau de gris de chaque pixel de l'image. Donc aussi, on peut coder ça en binaire. C'est une suite d'entiers, donc c'est une suite de nombres binaires. Une image en couleur, pareil, à part qu'il faut 3 couleurs pour rouge, vert, bleu, les 3 niveaux de rouge, vert, bleu pour avoir la bonne couleur. Un film, c'est jamais qu'une suite d'images, etc., etc., etc. Donc tout peut se décomposer dans le langage binaire. Et donc c'est ça que décrit le papier de Shannon. C'est le premier à dire qu'il ne faut pas essayer d'utiliser tous les canaux de transmission, les câbles de téléphone, les ondes hertziennes, les micro-ondes pour les téléphones, ça n'existait pas encore. Mais tous ces canaux de transmission, au lieu d'essayer de transmettre des messages analogiques, il faut transmettre en fait des messages binaires. Ça se transmettra beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et donc tout passer en numérique. Donc dans le papier de la conclusion du papier de Shannon, c'est qu'il faut tout passer en numérique. Tous les moyens de communication, tous les moyens de stockage. Donc là, vous avez la comparaison de ce qui vous arrive dans le monde de transmission analogique classique et dans le monde de transmission numérique. Donc là, je prends le cas du téléphone, parce que c'était l'application première, disons, à l'époque. C'était la principale raison de vivre de la compagnie AT&T. Donc la transmission analogique, vous avez le schéma du milieu qui vous représente ce qui se passe, vous parlez à un combiné téléphonique. Le combiné téléphonique transcrit votre message vocal, qui est un signal de pression, en un signal électrique, qu'il envoie dans un câble électrique. Alors là, le truc que vous avez à peine à lire en bleu au milieu, c'est les parasites, parce qu'il y a toujours des parasites qui viennent se superposer au signal. Et puis le combiné récepteur prend le signal électrique et retranscrit ça en une onde de pression qui va être audible par le destinataire. Donc ça, c'est le monde analogique, le monde qu'on connaissait tous jusqu'à une petite vingtaine d'années, on va dire. Le téléphone, ça marchait comme ça. Et aujourd'hui, le téléphone, ça ne marche plus comme ça. Le téléphone, vous avez toujours un vague combiné téléphonique, mais il ne fait plus du tout le même travail. Le début, c'est à peu près la même chose, on pourrait dire. Donc, il capte la voix, mais au lieu d'envoyer, disons, dans un câble ou dans l'air, par des micro-ondes, un signal analogique, il va d'abord transcrire le message vocal en binaire, dans une suite de 0 et de 1,
Et c'est ça qu'il va envoyer dans le câble, une suite d'impulsions courtes, un flash-flash, rien flash. Par exemple, dans une fibre optique, c'est des flashs d'intensité lumineuse. Donc c'est une suite d'impulsions courtes qu'il envoie dans le canal. Encore une fois, il peut y avoir du bruit qui se rajoute dessus. Et à l'autre extrémité du canal, vous avez le convertisseur qui fait l'opération inverse, qui prend votre séquence de nombres 0 et 1 pour reconstruire un signal analogique, donc en l'occurrence un signal sonore. Donc aujourd'hui, le passage au numérique pour le téléphone, c'est ça. Et en fait, tous les modes de communication fonctionnent sur ce principe-là. Ça, c'était ici, c'était la première figure de l'article de Shannon, où vous avez la source d'information, le transmetteur, le câble, le récepteur et le destinataire. Donc ça, c'est le combiné téléphonique du destinataire, ça, c'est le combiné téléphonique du récepteur, qui vous dit qu'il faut tout mettre en numérique là-dedans. Mais en fait, tout système de transmission d'informations fonctionne selon ce schéma. Pas que le téléphone, tout. La télévision, c'est pareil. Le télégraphe, c'est pareil. Tout peut se mettre sous cette forme synthétique-ci. Donc voyons voir ce qui se passe dans un canal parfait. Alors, dans un canal parfait, vous avez une source. Donc, par exemple, c'est moi, la source. Je veux envoyer à un destinataire un message très simple, juste la lettre M. Alors, je mets ça dans une première boîte. J'envoie mon M dans une première boîte qui est le codeur-émetteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait le codeur-émetteur? Il va prendre le message que je veux envoyer, la lettre M, il la code sous forme binaire, 1101, et puis il va envoyer ça dans le canal de transmission. Un câble électrique, l'air, n'importe quel canal fera l'affaire. Une fibre optique, ça marche très bien aussi. Donc par exemple, si on est aujourd'hui téléphone moderne relié par fibre optique, ce qu'il va faire, le codeur-émetteur, c'est envoyer une suite d'impulsions lumineuses, une impulsion lumineuse, une impulsion lumineuse, rien, une impulsion lumineuse. Il envoie un train d'impulsions courtes. Il envoie ça dans le canal, donc ça représente le message binaire 1101. Alors si tout se passe bien, si le canal est parfait, si la fibre optique est parfaite, en réception, la fibre optique a parfaitement conduit la lumière, donc en réception, il arrive à la boîte récepteur-décodeur exactement le même signal. Donc le récepteur reçoit une suite d'impulsions courtes. Et il doit la décoder. Maintenant, il doit revenir en arrière, il doit dire quel était le message. Donc pour reconstruire le message, en gros, ce qu'il fait, c'est un effet de seuil. Il regarde sur chaque fenêtre temporelle, est-ce que la lumière reçue dépasse le niveau 0,5 ou pas. Si ça dépasse le niveau 0,5, crac, il écrit j'ai un 1. Si c'est en dessous, il écrit j'ai 0. Et donc il décode ce train d'impulsion courte, il en déduit que c'est 1101. Et une fois qu'il a 1101, il sait ce que ça veut dire. Il sait que quand on repasse dans le monde analogique, ça veut dire la lettre M. Donc là, tout s'est bien passé. Mais Shannon n'est pas idiot. Il sait très bien qu'un canal de transmission, ça ne marche pas comme ça. Il y a du bruit. Dans tout canal de transmission, câble électrique, l'air, fibre optique, il y a du bruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le canal, vous émettez effectivement quelque chose de très propre, une suite d'impulsions courtes, mais là-dessus se rajoute du bruit, des parasites. Donc voilà, par exemple, le bruit, c'est ça. Il y a un petit bruit de fond dans la fibre ou dans le canal qui fait que ce que vous allez recevoir, ce n'est pas cette belle suite d'impulsions courtes que j'ai dessinée juste avant, ça va être la superposition de cette belle suite d'impulsions courtes plus ce bruit-là. Et quand je superpose les deux, ça me fait un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est ce que reçoit un vrai récepteur, décodeur, dans le vrai monde. Shannon est parfaitement conscient qu'on a ce problème-là. Et là, si vous regardez ce qui se passe, j'applique mon décodeur, donc je mets mon seuil à 0,5, tout ce qui est au-dessus de 0,5, je dis que c'est un 1, tout ce qui est en dessous, je dis que c'est 0, et là je décode, et je trouve 1, 0, 0, 1. Je ne trouve pas la même chose que tout à l'heure. Donc là, 1, 1, 0, 1, quand vous repassez en analogique, c'est la lettre I, c'est raté, vous êtes trompé. Donc, ça ne marche pas, la combinaison binaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait des erreurs. Donc il faut travailler un petit peu plus. Donc, dans l'article de Shannon, Shannon est bien conscient de ce problème-là, qui est un problème critique, et il va trouver la solution. Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, en fait, voilà ce qui se passe
C'est le schéma du haut, résumé de manière très synthétique. Voilà ce qui se passe dans un canal de transmission. Quand je veux envoyer 1, avec, disons, une grande probabilité, prenez par exemple P égale 0,1, avec probabilité 0,9, avec 90% de chance, le 1 va se transmettre en 1. Mais, avec une petite probabilité, 10% par exemple, poum, il va se passer une erreur, 0. Donc je vais recevoir 0 en sortie. Et puis, là, on prend l'exemple d'un canal symétrique. Quand j'émets 0, j'ai une grosse probabilité, 90%, de bien recevoir 0, mais j'ai une petite probabilité, disons 10%, que mon 0 se transforme en 1 à cause du bruit. Et ça, c'est inévitable, et c'est ce qui s'est passé effectivement dans l'exemple précédent que je vous ai montré. On a émis 1101, mais on a reçu 1001 à cause du bruit. Erreur de transmission, c'est la cata. Alors, qu'à cela ne tienne, Shannon se dit, bon, pourtant c'était une bonne idée, donc je continue à bosser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quand même, prenons un exemple, plaçons-nous dans un exemple, disons, un peu plus actuel. Si vous vous mettez à la place d'un fournisseur d'accès Internet, alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, il veut assurer une bonne transmission pour ses clients. Alors, disons qu'un client typique télécharge un film par jour. À vue de pif, un film, ça fait 1 gigaoctet. C'est à vue de pif, hein. Ce qui représente à peu près 10 gigabits. On dit que le contrat dure 3 ans. 3 ans, ça fait à peu près 1000 jours. Ça, c'est juste pour avoir des puissances de 10, ça ira plus vite. Et il souhaite, c'est un bon fournisseur, il souhaite avoir un taux de satisfaction de 99%. C'est un bon. Et il ne cherche pas souvent ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'engage à fournir une quantité de données qui est de la forme 10 puissance 13 bits, c'est-à-dire 10 000 milliards de bits. Au cours des 3 ans, il va falloir qu'il transmette 10 000 milliards de bits. Et il veut qu'il n'y ait pas d'erreur avec probabilité 99%. C'est-à-dire que la probabilité de faire une erreur pour chaque bit doit être plus petite que 10-15. 1 sur 1 million de milliards. Oula! Alors, quand votre fournisseur Internet va voir un fabricant de fibre optique et qui lui dit il me faudrait une fibre, enfin un dispositif qui fasse moins d'une erreur sur 1 million de milliards, on lui dit vous êtes bien gentil, mais ça, non. Ça, pas question, ça n'existe pas. Il n'y a aucun système réel qui a un taux de panne de moins de 1 sur 1 million de milliards. Mais en numérique, on va y arriver. Alors, comment ça marche? Ça, tout ça, c'est dans le papier, hein. Alors, le premier truc qu'on peut essayer, c'est de répéter. Comme on sait qu'il y a certains bits qui vont mal être transmis, on peut se dire, on va essayer de les répéter, et puis on va voter à la majorité à la sortie. Donc par exemple, là, je veux toujours envoyer mon fameux message 1101. Allez, là, je vais répéter chaque bit 3 fois. J'émets cela, et en sortie, je vote à la majorité. Donc sur chaque paquet de 3, je regarde qui a la majorité et je décide, ça correspond à un 1 ou ça correspond à un 0, si la majorité était des 1 ou la majorité était des 0. Donc là, ça se passe plutôt bien quand on fait un truc comme ça. Là, j'ai un certain nombre d'erreurs qui se sont produites, 3 erreurs en fait, mais avec ce système de vote à la majorité, j'ai récupéré le coup. Donc, on a des codes correcteurs d'erreurs. Donc, Shannon parle de ces genres de dispositifs où on arrive à récupérer le coup, à récupérer les erreurs. Bon, alors là, ça se passe bien. Mais imaginons que là, les 2 erreurs se soient produites là. Ping, à nouveau, erreur de transmission. Ah, encore raté. Bon, alors, encore raté. On peut pousser les choses. Allez, on va répéter 5 fois. C'est parti, on répète 5 fois, et là, oui, là, ça se passe encore bien. Oui, mais vous voyez bien que quand on fait ce genre de manip, on divise la capacité de transmission. Si ma fibre au début FC, elle est une bonne fibre, 100 mégabits par seconde, là, comme j'ai répété 5 fois toutes mes informations, je ne suis plus qu'à 20 mégabits utiles par seconde. Pire que ça, combien de fois je dois répéter chaque symbole? Là, j'ai essayé 3 fois, 5 fois. Là, dans mon exemple, je voulais atteindre un taux d'erreur de transmission plus petit que 10-15. Combien de fois je dois répéter chaque bit pour être sûr, avec très grande probabilité, de ne pas me gourer? En fait, ça, c'est un petit calcul. Alors, je ne sais pas, ça, c'est un calcul du niveau terminal, pile poil, parce que c'est un truc qui utilise
c'est un calcul de probabilité qui utilise la loi binomiale, des résultats sur la loi binomiale, et on est capable de faire ce calcul, de répondre à cette question, combien de fois je dois répéter chaque bit pour être sûr d'atteindre un taux d'erreur plus petit que 10-15 dans le cas, par exemple, où on a mesuré que le taux d'erreur par bit, sans faire aucun code correcteur d'erreur, était de 10%, ce qui est un truc assez standard. Donc là, vous pouvez tracer la courbe du taux d'erreur final en fonction du nombre de répétitions qu'on fait de chaque bit, et vous apercevez que si vous voulez atteindre 10-15, il faut répéter 61 fois chaque bit, et voter à la majorité. Donc, et là, à ce moment-là, vous atteignez votre objectif. Bah oui, mais là, vous n'avez plus du 100 mégabits par seconde, là, vous êtes tombé à 100 que divise 61, c'est-à-dire à 1 mégabit et demi par seconde. Vous avez perdu une fraction énorme de votre capacité de transmission. La capacité de transmission du canal, en fait, c'est plus que 1 sur 61 de la capacité nominale. Et puis vous imaginez bien que si vous voulez être de plus en plus sûr, si au lieu de 10-15, je prends 10-20, 10-25, 10-30, il va falloir que je répète de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, apparemment, encore une fois, j'ai affaire à un mur apparent. J'ai l'impression que ma capacité théorique tend vers 0. Là, je suis tombé sur 1 sur 61 si je voulais avoir un taux d'erreur de 10-15, ce qui n'est pas énorme. Si je veux un taux d'erreur encore plus petit, ce ne sera pas 1 sur 61, ce sera 1 sur 100, 1 sur 200, 1 sur 500, 1 sur 1000, je n'aurai plus rien. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ce passage au numérique? La réponse est dans le papier. En fait, oui. Mais le truc, c'est que, par exemple, le code que je vous ai donné, le code correcteur à répétition, il n'est vraiment pas bon. Ce n'est pas le truc qu'il faut faire. Donc, dans le papier de Shannon, il vous donne le résultat. D'un point de vue maths, il vous dit, si vous connaissez le taux d'erreur par bit de votre canal, le petit p de tout à l'heure, disons 10%. Donc, à chaque fois que j'envoie un bit, il y a une chance sur 10 que les choses se passent mal. Si je veux envoyer une quantité énorme d'informations sans aucune erreur, je peux y arriver, quitte à perdre un petit peu de capacité de transmission, mais juste un petit peu. À 0,1 par exemple, le chiffre de tout à l'heure, je remonte, allez, on est à peu près à 0,5 ici, c'est la formule qu'il y a au-dessus, formule exacte. Je dois être capable de transmettre une quantité arbitrairement grande d'informations sans aucune erreur, avec un code correcteur d'erreur, en perdant juste un facteur 1,5. Donc j'aurai une capacité de transmission effective de 50 mégabits par seconde au lieu de mes 100 mégabits. Bon, j'ai perdu un facteur 2, mais là, je suis sûr, j'ai plus d'erreur. Et c'est ça que met en avant surtout Shannon dans son papier, c'est qu'il y a une capacité de transmission qui est en fait monstrueuse. Quand les gens ont lu le papier, ils ont fait des petites applications sur les câbles de téléphone, et ils se sont trouvés des capacités mais monstrueuses. On s'apercevait que par un câble, on pouvait faire passer 1000 communications téléphoniques. C'était le résultat de Shannon. On doit pouvoir faire passer 1000 communications par un câble. Et donc ça a beaucoup choqué les gens, et ça a stimulé plein de travaux. Mais attention, c'est un résultat de maths. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est un résultat de maths? Ça veut dire que le résultat de Shannon, vous regardez la formule du dessus, là, c'est une formule exacte, nickel, pile poil, et il vous dit, il n'y a pas de code correcteur d'erreur qui permette de dépasser cette capacité de transmission. C'est même pas la peine de chercher, il n'y en a pas. C'est les maths qui vous le disent, c'est foutu d'avance. Et ce qu'il vous dit aussi, c'est que, il existe des codes correcteurs d'erreur qui vont vous permettre d'atteindre cette capacité de transmission. Mais il ne donne pas les codes. Il dit juste, ça existe. Alors, juste petite remarque, cette fameuse capacité, donc quand vous voyez du P log P, les gens qui ont fait un peu de physique statistique doivent se dire, tiens, j'ai déjà vu des trucs comme ça. En fait, la capacité de Shannon qui mesure une quantité d'informations est liée à l'entropie de Boltzmann qui mesure au contraire un degré de désorganisation, c'est-à-dire un manque d'informations. Donc vous voyez ce genre de formule au signe près en mécanique statistique. Donc là, on retrouvait ce genre de formule. Donc juste important, Shannon ne donne pas de code qui permette d'atteindre sa capacité théorique. C'est un pur résultat de maths. Et c'est là qu'il a fallu du temps pour arriver enfin au résultat. Donc les gens, bien sûr, se sont mis à bosser comme des fous.
pour se rapprocher de plus en plus de la capacité théorique de Shannon, qui est absolument monstrueuse. Donc dans les années 50, 60, d'abord, oui, je remarque, le code à répétition, il faut oublier, hein, il est très 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 mauvais. Les bons codes correcteurs d'erreurs introduisent effectivement de la redondance, mais pas du tout de la manière qu'on fait le code à répétition qui regarde juste un bit et qui le reproduit plein de fois. Les bons codes introduisent de la redondance, mais par paquet. Il y a une grosse différence entre essayer de répéter juste un bit ou essayer de contrôler tout un paquet. Donc à partir des années 50, on commence à avoir des codes correcteurs d'erreurs qui tournent, mais qui sont très loin de la capacité de Shannon. On a encore des années-lumière, mais bon, ça tourne péniblement sur les machines de l'époque. Et en fait, il a fallu attendre les années 90 pour qu'enfin, il y ait des gens qui arrivent à écrire des codes correcteurs d'erreurs qui atteignent les capacités, enfin, qui soient très très proches, on va dire, des capacités théoriques de Shannon. Donc ça s'est fait en France, en fait. Hein. Ça s'est fait au début des années 90 par des chercheurs français qui ont inventé les premiers codes correcteurs qui sont très proches de réaliser les performances prédites par Shannon. Et donc ça a tout de suite mis en œuvre, et ça a évidemment révolutionné la téléphonie mobile. Ça a été mis en œuvre sur la téléphonie 3G. Et c'est ça qui a permis d'un seul coup d'utiliser les téléphones non plus pour faire passer une communication téléphonique, mais pouvoir faire passer ce que vous voulez, de la vidéo, de l'Internet, ça fait encore du téléphone, hein, mais vous pouvez faire passer ce que vous voulez par ce fameux téléphone. Tout ça, c'est plus que des 0 et des 1 qu'on arrive à faire passer dans des canaux très bruités tout en arrivant à récupérer les erreurs. Donc ça, c'est ce qu'avait prédit Shannon, et c'est ce qu'on a réussi à mettre en œuvre à la fin des années 90. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il a fallu du temps pour que les travaux de Shannon de 1948 aboutissent à quelque chose qui nous touche, nous tous, directement. Il fallait développer les algorithmes qui tournent. Et il fallait que ces algorithmes tournent effectivement en temps réel sur des ordinateurs disponibles. Et les ordinateurs des années 50, 60, 70, ils sont incapables de faire tourner les turbocodes. C'est trop consommateur. Là, par exemple, je vous donne cet exemple qui devrait vous frapper. Juste avant la mise au point des turbocodes, l'ordinateur le plus puissant de la planète, à la fin des années 80, 89, c'était le Cray 2, qui était un monstre. On en a produit, je crois, une vingtaine dans le monde, parce que c'était un truc monstrueux, il fallait un bâtiment entier. Ça consommait énormément, il y avait un système de refroidissement incroyable pour refroidir cet engin-là. Et vous voyez, ça avait une puissance de calcul absolument phénoménale, 2 gigaflops, c'est-à-dire 2 milliards d'opérations à la seconde. Ça, c'était l'ordinateur le plus puissant de la fin des années 80. Ben là, juste pour vous dire, là, le petit machin que j'ai dans les mains, c'est 100 Cray 2. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à déployer le numérique. C'est parce qu'on a des calculateurs et des algorithmes qui permettent de mettre en œuvre la solution de Shannon. Les algorithmes ne sont pas si simples que ça. Ils demandent de la puissance de calcul pour tourner en temps réel. Et bon, on arrive au temps où on a les deux, où on a à la fois les algorithmes et les machines pour faire tourner les algorithmes, qui nous permet de faire tourner les choses. Donc la question qui peut se poser, c'est de se dire, bon, bah alors, c'est plié. Shannon a dit, je vous donne la limite théorique, et puis on l'a atteinte. Donc il n'y a plus rien à faire. Donc est-ce que c'est la fin de la théorie de l'information? Alors la réponse est non. Ce n'est pas la fin de la théorie de l'information, parce qu'on a eu des surprises. En fait, dans la théorie de Shannon, je ne vais pas donner tous les détails, mais le bruit a une structure particulière. En particulier, il y a un truc très important, c'est que le bruit qui se rajoute sur les bits est indépendant de bit à bit. C'est-à-dire que je fais une erreur avec une petite probabilité de transmission sur chaque bit, mais de manière indépendante de bit à bit. On se rend compte que très souvent, les erreurs ne sont pas indépendantes les unes des autres. Ça arrive plutôt par paquet que de manière indépendante, équidistribuée sur toute la séquence, sur toute la suite de 0 et de 1. Donc le bruit de Shannon était un petit peu idéal. Un bruit réel n'est pas tout à fait de ce genre-là. Et ben, le résultat, c'est qu'on pourrait se dire « Ah, mais c'est gênant ». Mais non, ce n'est pas gênant. Ça veut dire que comme on n'est plus dans le cadre de Shannon,
on peut violer la conclusion de Shannon. Donc on peut aller plus vite, on peut augmenter encore la capacité de transmission, parce qu'on n'est plus dans ces conditions, donc on peut s'affranchir et se dire, je peux violer la conclusion du théorème de Shannon, parce que je viole les hypothèses du théorème de Shannon. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus. Et puis il y a des travaux qui se font non seulement dans le domaine des communications, mais en fait, quand vous commencez à vous dire « Ah oui, alors le bruit est corrélé », c'est qu'en fait, c'est plus du bruit. C'est qu'il y a de l'information dans le bruit. Et ça aussi, c'est un truc super intéressant qui est en train de se passer en ce moment. C'est que des choses qu'on considérait comme du bruit, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout du bruit. Alors ça, par exemple, c'est en train de révolutionner la sismologie actuelle. En sismologie, pendant un siècle, les gens ont posé des sismomètres par terre. Les sismomètres, 99,99% du temps, ils enregistrent du bruit, et de temps en temps, ping, il y a un signal issu d'un tremblement de terre. Et dans le monde de Shannon, l'information, elle est dans le signal issu du tremblement de terre. Mais en fait, dans le bruit sismique, il y a de l'information. Donc là, les sismologues sont en train de faire des choses faramineuses en exploitant des choses qu'on a pris pendant un siècle pour du bruit, mais qui en fait n'est pas du bruit. Voilà, donc là, je suis à peu près sur la fin. Donc, je veux insister sur le rôle des maths, parce qu'en fait, tout ça, ça vient des maths. Tous ces travaux-là, toutes ces idées-là viennent des maths, avec ses avantages et ses inconvénients. Bon, allez, on peut commencer par les avantages. Les maths, c'est un langage universel, ça permet d'unifier tout un tas de domaines qui étaient séparés et d'apporter des solutions optimales, simples et triviales une fois qu'on a compris les choses. Inconvénients, les résultats mathématiques sont souvent formulés de manière un petit peu bizarre, en particulier des conclusions du genre « il existe une solution », et puis débrouillez-vous. Et donc ici, on a un exemple où Shannon a vraiment montré la voie. Il a dit « il faut passer au numérique », c'est vraiment la manière optimale de faire. Je vous donne exactement le point d'arrivée, à vous de vous débrouiller pour y arriver. Et il aura fallu une cinquantaine d'années entre l'article de 48 et le moment où on a commencé, nous tous, à devoir changer nos téléviseurs parce qu'on passait au numérique, nos téléphones. Bon, bientôt, je pense que pour la radio, c'est pareil. Là, c'était quand? C'était mercredi. La Norvège a commencé à éteindre ses radios FM. Ils passent au numérique aussi. Donc, on va tout passer au numérique. On est en plein dedans. Et donc, c'est une jolie application d'un résultat de maths pur des années 40. Bon, alors voilà, je me suis librement inspiré d'un livre qui est paru il y a plusieurs années, mais dont la traduction française est parue juste l'année dernière, donc qui développe toute cette théorie de l'information, dont le personnage principal est Shannon, mais il y a d'autres personnages qui interviennent dans le livre, et qui vous explique un petit peu les tenants et les aboutissants de cette théorie. Je ne peux que vous recommander d'aller jeter un œil à ce livre, et puis d'aller suivre les prochaines conférences, où vous allez voir des applications modernes. Donc je l'ai dit, la semaine prochaine, vous avez la téléphonie 5G, là je me suis arrêté à 4G. La semaine prochaine, on va parler du 5G, ce qu'on va arriver à faire en 5G. Et dans 2 semaines, donc, de la cryptographie, donc ce que je racontais tout au début, ce qu'a fait Shannon pendant la guerre, qui a continué à se développer ces dernières années. Et je vous remercie pour votre attention.